On se tient debout, s'il vous plaît. En 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement démocratique Afrique, voilà le RDA, au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. PDCI toujours, PDCI toujours, PDCI toujours, vivra, vivra et vaincra. Merci. Le PDCI effectivement vivra, vivra et vaincra. Merci bien Madame Sousa. Je voudrais, avant de commencer, demander aux cadres et aux militants présents de bien vouloir réserver des applaudissements nourris à notre porte-parole conférencier du jour, l'honorable Miss Baïla. Pour la petite histoire, vous voyez qu'aujourd'hui, il a reçu, lors de la signature du front commun entre le PDCI et le PPACI, les hommages appuyés et mérités du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est à saluer. Merci, merci bien. Sur ce, sans plus tarder, monsieur le porte-parole du PDCI RDA, la parole est à vous. Merci, monsieur le modérateur. Madame et messieurs les vice-présidents, cette séance de conférence de presse se tient dans un contexte assez particulier et aujourd'hui avec... non, attendez, c'est pas trop grave, c'est lui qui va parler. Et donc, vous voyez que j'ai demandé à ce que les microphones se mettent devant Maître Blessy. Nous sommes tous deux dans le même bateau. Nous disons la vérité quand ça intéresse les gens, nous mentons quand ça n'intéresse pas les autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème spécifique. Et je voudrais qu'il prenne en premier la parole, qu'il expose et qu'au cours de vos interrogations, vos questions, je puisse intervenir sur l'actualité si ça vous intéresse. Mais ce sera essentiellement lié à procédure de budget au respect technique des élections, le parrainage. Donc je vais lui laisser, il va faire les propos liminaires, on va poser des questions. Mais les questions pourront être ouvertes à d'autres aspects de l'actualité nationale et que vous voulez bien vous poser la question. Avant de commencer, je voulais demander à deux personnalités de se joindre à nous ici, c'est important. La seule personne, la seule dame mère PDCI qui est là, Madame Silla, et le représentant du forum que je voudrais que vous voyez sur la table d'honneur ici. La logistique doit faire en sorte qu'il soit sur la table. Voilà, prenez des chaises pour les deux. Merci beaucoup. Au PDCI, on sait faire l'honneur à ceux qui... Oh, ouais. Viens t'asseoir à droite ici. Voilà, ok. Merci beaucoup. Maître Blessy, que vous connaissez, qui est notre juriste maison, sur instruction du président du parti, doit faire donc une présentation sur le parrainage. Et après ça, vous allez poser des questions sur cet exposé et sur d'autres points de l'actualité et nous allons essayer de répondre. Maître Blessy, sa note explicative fera l'objet d'un point envoyé après aux journalistes, surtout pour la presse écrite, pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc, Maître Blessy, à vous la parole, à vous l'antenne, comme on le dirait à la radio. Bien, merci, monsieur le porte-parole du PDCI RDA. Je voudrais, à l'entame de ces propos, remercier l'ensemble des militants et sympathisants qui, n'ayant pas de mes nouvelles pendant les 2 mois passés,
se sont inquiétés pour ma santé et qui, certains, m'ont fait venir des messages de réconfort. Certains se sont mis dans des chaînes de prière. À tout cela, je veux dire vraiment merci. Merci. Grâce à Dieu, j'ai la vie et la santé pour participer à cette deuxième mi-temps. Je me suis senti tellement absent qu'aujourd'hui, peut-être, ce propos liminaire va aborder beaucoup de questions. Mais vous verrez que ces propos liminaires ont un lien avec le parrainage dont je vais vous parler. C'est une pratique. Je voudrais pouvoir indiquer, tout à l'heure, l'on a dit que le PDCI avait participé à une formation qui avait été faite par la CEI. Non. Le PDCI, Parti démocratique, n'a pas participé à une activité de la CEI. Le candidat à la candidature, Cheikh Tidiane Thiam, a commis des personnalités pour que ces personnalités-là assument les fonctions de coordonnateurs centraux et coordonnateurs adjoints en son nom, en tant que candidat. Le PDCI n'a pas renoué avec les activités de la CEI. Et ce que je vais dire ce matin vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que le PDCI a eu raison de suspendre avec d'autres partis, d'autres formations politiques, sa participation aux activités de la CEI. Ce pourquoi je vous ai appelé ce matin, c'est pour parler du parrainage citoyen, du parrainage qui est mis en œuvre par le Code électoral en son article 54 et dont les modalités sont énoncées au travers d'un décret. Celui que nous connaissons, le décret de 2020, qui a permis l'organisation du recueil des parrainages. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cette procédure de parrainage qu'on veut utiliser comme un élément d'exclusion de certains candidats. Mais avec une méthode qui a été déjà beaucoup utilisée. C'est pourquoi je vais loin pour arriver au parrainage. Le premier élément, c'est sur la RLE de 2025. La CEI nous dit, nous n'avons jamais pris d'engagement. La RLE, on ne la fera pas en 2025, sauf après les élections. Alors, nous avons ici le rapport complet de l'atelier dit de capitalisation et d'opérationnalisation des recommandations du processus électoral 2020-2021. Cet atelier s'est tenu à Yamoussoukro du 23 au 24 juin 2021. C'était organisé par l'USAID, le NDI, l'EISA. Donc, du 23 au 24 juin 2021, j'ai le nom de tous les participants au compte du RHDP, comme du PDCI. Et il est énoncé clairement que la révision de la liste électorale se fera tous les 2 ans et en année électorale. C'est un engagement qui a été pris. Et cet engagement d'ailleurs qui a été pris devait être formalisé à l'intérieur du code électoral dont l'article 6 devait être modifié. Nous parlons toujours, nous avons des preuves. La CEI s'était engagée avec
avec tous les partis, toutes les parties prenantes, à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque 2 ans, ou à tout le moins, obligatoirement, en année électorale. Et l'année 2025 est une année électorale. C'est très important. Et l'élection primordiale, l'élection majeure, c'est l'élection du président de la République. Donc il devrait, si elle respectait sa parole, avoir une révision de la liste électorale en 2025 avant les élections du président. Mais quand la CEI dénie ses engagements, elle trouve les voies pour les contourner au bénéfice d'autres partis. C'est quoi? Je demande simplement que la CEI ou son président puisse nous produire le document dans lequel les partis prenants aux élections, les partis et groupements politiques ou bien les groupements sociaux se sont engagés pour dire qu'on pouvait enrôler des mineurs si ces mineurs en janvier et en février 2025 arrivaient à la majorité. Ni le décret qui ouvrait la RLE de 2024, ni l'arrêté du ministre de la Justice qui venait comme pour expliquer les modalités de prise en charge n'énonce la possibilité d'enrôler des mineurs en 2024 pour qu'ils soient majeurs sur la liste électorale en 2025. Jamais. Et jamais le PDCI, jamais les autres partis politiques n'ont été associés à une telle décision. Le ministre de la Justice ne l'a écrit nullement dans son arrêté. Le président de la République dans son décret, nullement. D'où vient-il que des mineurs ont été enrôlés? Ils ont été enrôlés par le simple fait que la CEI prévoyait déjà de ne pas faire de révision en 2025, mais anticipait pour remplir le lot qu'il fallait pour que son mandat puisse avoir le nombre de militants ou alors d'électeurs potentiels nécessaires pour couvrir une avance. Aujourd'hui, sur la liste électorale provisoire, parce que nous n'avons pas encore eu la liste électorale définitive, ils sont 5576 mineurs en 2024 qui arrivent à la majorité en février 2025 et qui sont retenus comme électeurs sur la liste électorale. Dans ce cas, il y a donc eu une révision de la liste électorale en 2025 par anticipation. 5576 personnes ont été retenues comme électeurs par anticipation pendant qu'ils étaient mineurs pour être retenus à la majorité en 2025. Quand vous les retenez en 2025, en janvier ou en février 2025, cela veut dire qu'ils ont été enrôlés en 2025. Donc, l'égalité entre les citoyens en Côte d'Ivoire a été rompue. Mais dites-moi clairement, pendant que nous nous battions dans les campagnes pour retrouver les Ivoiriens qui n'avaient pas de papiers, pourquoi avions-nous à nous préoccuper de mineurs qui n'étaient même pas encore arrivés à la majorité pour remplir les conditions pour être sur la liste électorale? Mais on me dira, vous êtes en train de commettre un délit de patronyme. Sur les 5576, nous avons presque 85% d'étudiants. Nous avons des noms à consonance nordique pour près de 96%. Alors qu'on nous dise, réellement, cette révision de liste électorale 2025 qui a été faite et qui a rompu l'égalité entre les Ivoiriens a été faite dans l'intérêt d'une des parties. Ça, c'est une pratique de la CEI. Je suis allé loin comme ça
pour vous dire que c'est une pratique que de dire, de prendre des éléments et puis les introduire dans la loi. Il nous est revenu qu'à l'occasion de la formation qu'il y a eu le lundi dernier à la CEI, qu'au sortir de cette formation, de ces séminaires, les personnalités qui ont été formées n'ont reçu aucun document, aucun outil. C'est-à-dire ce qui a été dit là-bas a été dit, tu as entendu. Mais il n'y a aucun outil, il n'y a aucune trace écrite. Qu'est-ce qui a été dit qu'on veut tant protéger? Vous verrez le rapport avec ce que je viens de dire. Il a été dit que les personnes qui sont désireuses d'être candidates à l'élection présidentielle, avant le démarrage du recueil du parrainage, chaque personne qui est désireuse d'être candidate à l'élection présidentielle de la République doit déposer au secrétariat permanent de la CEI ce qui suit. 1. Un formulaire d'engagement. Je ne sais pas ce que c'est. Un formulaire d'engagement signé où il aura notamment renseigné son nom, son prénom, sa date de naissance, son parti d'affiliation, mais surtout son numéro d'électeur. Son numéro d'électeur. C'est par la suite qu'on demande que vous donnez un média de photo au format électronique et puis qu'on vous dit que c'est après avoir satisfait à ces conditions que vous pouvez vous présenter au secrétariat pour retirer les outils, les fichiers, les documents Excel, les formulaires qui permettent de faire le parrainage. Et dans ce parrainage, cette année, on introduit ce que nous critiquons toujours. L'appareil électronique, là, la tablette biométrique. Pour que cette tablette biométrique fonctionne, pour vous qui êtes en train de rechercher les parrains, il faut que votre personnalité désireuse d'être candidate aux élections présidentielles renseigne dès l'ouverture de la tablette avec son numéro de carte d'électeur. C'est après avoir renseigné que la tablette ouvre la fenêtre pour vous mettre en face des documents, les formulaires, les Excel et tout. Si vous utilisez la formule classique, la formule papier, vous devez déposer au secrétariat permanent votre formulaire d'engagement où vous avez mis votre numéro de carte d'électeur. Alors, les services de la CEI vous donnent les formulaires, Excel et certainement la liste électorale définitive. Voici, vous comprenez pourquoi je suis devant vous. Vous comprenez pourquoi je suis devant vous. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je suis allé depuis la question de la RLE de 2025 et puis je suis tombé sur l'enrôlement des mineurs sur la liste électorale qui ne figure nulle part. C'est une pratique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc que la CEI dit que maintenant, pour avoir les documents du formulaire, pour aller faire le parrainage, pour aller chercher les parrains partout, il faut que la personnalité qui est désireuse d'être candidate à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire renseigne un formulaire pour mettre là-dessus d'abord comme porte d'entrée électronique ou bien informatique son numéro de carte d'électeur. Ou bien si on doit lui donner
met en main tous ces papiers-là, il faut qu'il ait renseigné ce formulaire, et que ce formulaire contienne son numéro de carte d'électeur. Voyez-vous, c'est un ballon d'essai. Je veux pouvoir leur dire qu'ils se sont trompés, que ce qu'ils ont dit, puisqu'il n'y a aucun papier pour attester, ils ont dit quelque chose en réalité qui ne vaut pas, qui ne peuvent pas faire et qui ne doivent pas faire. C'est un conseil que je donne. S'ils ont eu l'intention de faire, je pense que ce n'est pas par malveillance. Ils sont dans la recherche de l'amélioration du travail. Mais pourquoi est-ce que je dis que vous ne pouvez pas le faire? Vous ne pouvez pas le faire parce que simplement, si la CEI se permet lundi de dire que c'est ça la condition pour qu'on donne les papiers, les formulaires pour faire le parrainage, cela veut dire que la CEI vient de changer les règles du jeu. Il faut se rappeler que pour les élections de 2020, cette règle n'existait pas. Nous allions prendre les éléments, nous les remplissions et nous les faisons acheminer à la CEI. Donc, en le disant, la CEI est en train de changer les règles du jeu. Alors, j'interpelle la CEI pour dire à la CEI, ouh, attention, vous n'êtes qu'une boîte de transmission, une boîte d'enregistrement. Vous n'avez pas la capacité de faire un contrôle préalable. Or, quand vous introduisez dans votre montage informatique qu'il faut mettre le numéro de la carte d'électeur ou alors sur le formulaire d'engagement, faire figurer le formulaire, le numéro de la carte d'enregistrement d'électeur, vous êtes en train de vous ériger en juge de l'éligibilité et à contrôler une des conditionnalités pour être habile à être candidat aux élections du président. Or, ce pouvoir, vous ne l'avez pas du tout. Si vous avez fait une lecture de la loi qui vous organise et qui vous donne pouvoir, revisitez-la. Vous n'avez pas ce pouvoir. Ce pouvoir n'appartient qu'au Conseil constitutionnel. Vous, votre pouvoir, c'est de recevoir complètement les dossiers de candidature et de les acheminer directement, après avoir le récépissé, directement au Conseil constitutionnel qui doit le faire. Maintenant, il faut qu'on aille en profondeur, parce que là-bas, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des magistrats. Alors je veux les interpeller. Dites-moi, sur quelle base légale vous fondez une telle modification? J'ai regardé les 2 courriers qui ont été rédigés par le secrétaire permanent de la CEI pour inviter par un communiqué le 11 juin les personnes désireuses d'être candidates à faire parvenir à son secrétariat les noms des coordonnateurs centraux, coordonnateurs adjoints et coordonnateurs et collecteurs régionaux. Il y a eu 2 courriers. Tantôt, on convoque pour les coordonnateurs centraux adjoints. Tantôt, l'autre courrier dit il faut envoyer le nom des collecteurs régionaux. C'est assez peur. Mais en utilisant la terminologie coordonnateur central adjoint, collecteurs délégués, collecteurs régionaux, la CEI n'invente pas. Regardez dans l'arsenal juridique ivoirien concernant les élections. Ces terminologies, ces fonctions n'existent nulle part, sauf dans le décret de 2020 qui organise les modalités de recueil des parrainages. Décret de 2020 qui fait le recueil des parrainages.
Donc, la CEI n'invente pas. Quand il dit envoyez les noms de vos coordonnateurs, c'est en visant ce texte-là. Mais alors, si c'est ce texte-là qu'on a visé, et que ce texte n'a pas changé, d'où vient-il qu'on demande que celui qui veut candidater pour les élections présidentielles, pour avoir accès à tous les outils et les documents pour le parrainage, doive inscrire son numéro de carte d'électeur? Puisque ce décret ne le demande pas. Voilà. Alors j'instruis encore. Je donne l'instruction encore. Monsieur de la CEI, je vous en prie, vous n'avez pas la capacité de modifier les termes d'un décret. Ça là, vous ne l'avez pas. Mais le texte qui organise vos fonctions dit que vous pouvez faire la proposition. Vous faites une proposition au gouvernement qui prend un décret. Donc, faites la proposition au gouvernement. Ce que vous avez dit lundi ne passe pas parce que c'est juste des énonciations verbales qui ne reposent sur rien. Et puis je vais plus loin. Je dis, mais messieurs des gouvernements, attendez, la CEI va vous induire en erreur. En erreur. Parce que si la loi vous autorise, le code électoral vous autorise, à chaque élection présidentielle, de prendre un décret pour organiser les modalités du parrainage, l'article 5 du protocole de bonne gouvernance et de démocratie de la CEDEAO, à laquelle nous sommes partis, nous dit qu'il vous est interdit de modifier substantiellement les textes qui conduisent au processus électoral dans un délai 6 mois avant ces élections. Nous sommes à 4 mois. Ce délai on est rentré ce délai depuis avril 2027. La CEI est en train de vous entraîner dans une modification qui va vous mettre au banc de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire s'engage dans des traités internationaux, dans des éléments même de la CEDEAO, que la Côte d'Ivoire ne respecte pas. Monsieur du gouvernement, vous ne pouvez donc pas prendre aujourd'hui un nouveau décret autre que le décret de 2020. Parce que si nous avons modifié la teneur de façon substantielle, comme la CEI a jeté là comme un ballon d'essai, vous êtes pris en flagrant délit de violation du texte du protocole de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas. Alors si vous avez pensé ça, retirez vos pieds très rapidement. Très rapidement, parce que vous ne le devez pas. On vous conduit vers une erreur grave. Peut-être que vous ne saviez pas, alors je vous instruis. Mais peut-être que vous saviez, parce que moi aussi, je me dis, mais peut-être qu'ils savent, qu'ils sont en train de nous conduire quelque part. Lorsque j'ai lu le communiqué, la déclaration de la CEDEAO, mon Dieu, quelle misère, quelle misère. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons ici, sur la base des articles et des prescriptions du protocole de bonne gouvernance et de démocratie, la CEDEAO qui en est auteur n'a pas pu trouver les éléments pour interpeller la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour jouer inclusif, pour jouer non-judiciarisation des volontés politiques, pour jouer expression orale facile, parce que comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, il paraît que le droit de parler existe. C'est la suite là, quand tu as parlé là, qui n'existe pas. Voilà, voici le point pour lequel j'ai demandé à réunir les journalistes. En patriote, je vais dire au gouvernement ivoirien, attention, la CEI est en train de vous envoyer quelque part qui n'est pas bien. Avec cette disposition qui oblige à mettre là déjà, avant que le Conseil constitutionnel ne soit saisi, le numéro de carte d'électeur, attention, la CEI vous conduit vers un faux pas. Il ne faut pas aller là. Seul le décret de 2020
est encore valable et doit demeurer pour que nous conduisions les élections de 2025. Toute autre disposition contraire serait regardée comme substantiellement en train de violer, de changer, de modifier le processus électoral en Côte d'Ivoire, et vous aurez violé votre engagement à la CEDEAO. Voici, il y a beaucoup d'éléments, mais il faut être bref pour que ce soit bien entendu. Monsieur le porte-parole, voici les propos que je voulais tenir aussi aujourd'hui aux journalistes. C'est très important que chacun puisse les savoir. C'est très important que chacun puisse les savoir. Nous sommes vigilants, nous restons vigilants, et je crois que j'aurai le temps de parler un peu politique. Merci. Nous demanderai d'ovationner notre expert des questions électorales. En résumé, il faudra retenir que le PDCI-RDA n'a envoyé personne à la séance de formation organisée par la Commission électorale indépendante le lundi 23 juin dernier sur la question des futurs coordinateurs du parrainage citoyen. On vous a bien entendu, le PDCI interpelle aussi la CEI qui est en train de changer les règles du jeu à quelques petits mois de l'élection cruciale pour toute la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le coordonnateur, monsieur le chargé des questions électorales. Sur ce, monsieur le porte-parole, la parole. Je pense que ce qu'on peut faire, comme c'est l'élément principal, nous allons laisser ceux qui ont des questions d'approfondissement, d'autres questions sur ce point précis, ou sur tout ce qui est élection, et puis après, s'il y a des aspects de politique nationale, on pourra y revenir. Mais c'est important que ces points soient bien clarifiés et qu'on comprenne la position du PDCI-RDA sur ces points. Merci. Il s'agit essentiellement des dispositions que la CEI veut prendre pour le parrainage, ces dispositions qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas dans le décret de 2020, et que toute modification de fond en profondeur est donc contraire aux règles de la CEDEAO sur, protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et que s'il y a des modifications, même légères, qui doivent faire l'objet d'un décret, et que la CEI doit jouer son rôle de transmission de dossiers et non pas de filtre de dossiers. Je pense que c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et je vous laisse la parole passer à... Sur ce, nous allons faire ce qu'il convient d'habitude, c'est-à-dire nous allons partir par une première phase de questions. Nous allons prendre 5 préoccupations déjà, je parle sous le contrôle du porte-parole, nous allons prendre 5 préoccupations. Jacques Amani, s'il vous plaît. Quelqu'un pour prendre... Jacques Amani. Madame Sosa est là, elle va recueillir les préoccupations, les différentes préoccupations. Madame Sosa, si vous avez des documents importants, devant Madame Sosa. Mais déjà, la première intervention, je crois qu'on peut déjà la prendre, eh bien, c'est M. Atta du quotidien d'héritage. C'est Atta de l'héritage. Atta de l'héritage. Bonjour maître, nous avons écouté attentivement votre intervention, mais j'ai justement une préoccupation. Chaque fois que le régime en place commet des dérapages, l'opposition, surtout le PDCI-RDA, ne fait que dénoncer. Aujourd'hui encore, voilà une situation grave que vous révélez. Quelle est notre voie à part dénoncer qui peut aller contre ces axes de la CEI dont vous dénoncez? Je vous remercie. Francis Kofi de l'AFTV. Bonjour à tous. Ma préoccupation est ceci.
quand vous étiez peut-être à la formation, quand vous avez constaté sur le terrain que c'est ce qui se faisait, est-ce que vous avez approché la CEI pour dire que ce n'est pas normal et il ne faut pas faire ça? Est-ce que vous avez fait des suggestions à la CEI? C'est ce que j'aimerais savoir avant de pouvoir venir dénoncer ça ici. Merci. C'est bon. Axel Yamké de Reflet TV. Reflet TV. Reflet TV. Alors, j'aimerais, vous avez eu à faire un exposé, j'aimerais que vous nous faites-nous un bref résumé des différents points que vous exposez aujourd'hui. Un bref résumé des différents points. Je ne sais pas si on se comprend. Vous êtes beaucoup étalé, donc on veut de manière succincte, dites-nous les différents points. Voilà. Axel, tu veux que je fasse ton travail? Nous avons seulement 3 préoccupations, c'est ça. Dans un premier temps, tout de suite, on va peut-être passer la parole. Plus de préoccupations. Je crois que monsieur le porte-parole, voilà, on va déjà nous lancer avec... Sur la première question, M. Aka de l'héritage a demandé, le PDCI dénonce toujours, est-ce qu'on a d'autres moyens pour arriver à faire reculer? Vous savez, il y a beaucoup de dénonciations, hein. Il faut très souvent faire attention, il y a des communiqués particuliers ou officiels du PDCI. Il y a aussi les dénonciations qui sont faites par des militants, des sympathisants sur les réseaux sociaux. Là, il faut faire la distinction. En rentrant ici, on m'a reproché de n'avoir pas fait de procédure particulière lorsque le président de la République a pris son ordonnance pour modifier l'article 51 du Code électoral, l'ordonnance du 7 mai, qui venait intervenir en matière de parrainage. La réponse est très simple, en ce qui me concerne. Le texte de l'article 4, chapitre 3, intitulé « Élections », du protocole de bonne gouvernance et de démocratie, nous dit ceci. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections. Aucune réforme substantielle. Le mot est très important. Substantielle. C'est-à-dire qui touche à la substance de la chose, au sucre de la chose, qui vient modifier substantiellement la chose de façon majeure. Ça va? L'ordonnance du 7 mai. Qu'est-ce qui change? L'ordonnance du 7 mai disait que le parrainage devait intéresser 1% de la population électorale locale, de au moins la moitié des régions et des districts. Point. C'était l'ancienne disposition. La nouvelle disposition vient nous dire 1% de la population électorale locale, qui vaut pour au moins la moitié des régions et des districts de Yamoussoukro et Abidjan. Si l'ancien texte avait été laissé en l'état, on se poserait la question, les districts là, ça contient des régions. Les nouveaux districts qui ont été créés contiennent des régions. On ne peut pas demander les régions en même temps et les districts qui les comportent en même temps. Donc il y avait comme quelque chose qui n'était pas bien dans l'énonciation de l'article. Alors le gouvernement a décidé de préciser que ce qu'on cherche, c'est au moins la moitié des régions et puis les districts d'Abidjan et Yamoussoukro. Est-ce que ceci vient entacher substantiellement la disposition? Non. Donc moi, je laisse mes militants parler sur les réseaux sociaux.
Mais quand mon président ou bien la haute direction du parti m'appelle pour donner un avis juridique, je lui donne cet avis. Voilà, c'est une facilitation. Ça facilite le travail. Donc, ça n'entache pas substantiellement. Mais ce que nous avons ici, dire que tu dois mettre forcément ton numéro de carte d'électeur, ça modifie substantiellement, plus que substantiellement, le processus électoral. Parce que, la commission électorale s'érige maintenant en juge à la place du Conseil constitutionnel. 2, veut conduire le gouvernement à prendre un décret qui intervient à 3 mois, 4 mois des élections, ce qui n'est pas possible. 3, vient modifier le process du parrainage. Voilà. Maintenant, de quels moyens on dispose? De quels moyens est-ce qu'on dispose? Les moyens légaux. D'abord les moyens légaux. Moi, en tant qu'avocat, c'est d'abord les moyens légaux. Cette année, il y a eu beaucoup de procédures au tribunal. Nous n'arrêterons pas. C'est une voie légale. C'est une voie légale. Et j'ai confiance qu'un dossier qui s'en va et qui se présente bien va avoir une décision dans le sens que nous voulons. Si le gouvernement s'amuse à 3 mois des élections à modifier substantiellement, comme veut le faire croire, les énonciations verbales de ceux qui ont conduit la formation le lundi, on se retrouvera au tribunal, on se retrouvera en justice, on se retrouvera devant la cour de la CEDEAO, on se retrouvera devant l'organe de la CEDEAO qui gère le contrôle du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. On va les mettre au pied du mur pour ne pas qu'ils nous sortent des déclarations aussi générales et vides qu'ils nous ont donné de lire cette semaine. Donc je voudrais vous dire, nous ne lâchons rien. Nous ne lâcherons rien. On ne lâchera rien. Et on pourra toujours dire que c'est faux ce qu'ils ont fait. Et on va partir au tribunal. La deuxième question. Est-ce que l'AFTV, est-ce que lorsque les formateurs ont énoncé ces éléments, on a protesté? Est-ce qu'on dit oui? Les personnalités qui ont représenté le président Thiam, le candidat à la candidature Thiam, sont là. Monsieur Kwame Songa Patrice, Monsieur Denis Akadé Claude, qui était là, et c'est M. Akadé qui a pris la parole là-bas et qui a décliné qui il représentait. Parce qu'il y avait comme une pudeur dans la salle. On ne voulait pas dire les noms. Ils étaient à peu près 42. Ils représentaient à peu près 42 personnalités qui voulaient être candidates au présidentiel. Donc les gens qui étaient là, ils ne se présentaient pas. La courtoisie aurait voulu que quand tu prends la parole, tu dis bon, je représente le candidat blessé. Mais personne ne disait ça. Il ne fallait pas découvrir si eux, ils avaient envoyé des coordinateurs alors que les délais étaient dépassés. Il y a tout ça, il y a une courtoisie et rien. C'est lui qui a pris la parole et dit je suis Monsieur Tam. Je représente le candidat à la candidature Cheikh Tidiane Diack. D'ailleurs, ça fait de lui une star parce qu'à la sortie, beaucoup sont venus prendre des photos avec lui. Oui. Voilà. Donc on l'a dit. Et ils ont répondu comme ça, il y a un décret qui va intervenir. Il y a un décret qui va intervenir. Aya, dans quel pays nous sommes maintenant? Non, on ne vient pas énoncer des trucs comme ça qui ne sont pas dans les décrets. Un décret qu'on ne peut pas prendre comme ça. C'est pourquoi je dis, j'ai commencé loin. L'enrôlement des enfants, des mineurs. Et puis, l'engagement de 2021. Pour dire, ils jettent toujours des ballons d'essai. Mais ils n'ont qu'à savoir que nous sommes aussi devant eux. Et que nous voyons là où ils veulent nous faire partir. On sera à ce rendez-vous-là. Là où vous voulez qu'on soit, on sera au rendez-vous.
Voilà. Et donc, on a protesté. Et cette conférence que je tiens, c'est juste pour donner un conseil à ceux pour dire non, peut-être vous avez oublié de penser que ce n'est pas votre pouvoir, que c'est le pouvoir du Conseil constitutionnel. Ah, monsieur le gouvernement, faites attention. La CEI est en train de vous embarquer dans un faux truc. Vous n'avez pas le droit, à 3 mois des élections, de modifier le processus de parrainage. Parce que c'est un élément de processus électoral. Et que vous êtes signataire du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie et qui prescrit en son article 4 que vous ne pouvez pas, à 6 mois des élections, modifier les textes. Voilà. Moi, je donne conseil. Voilà. La deuxième question, la troisième, non, c'était une doléance, Reflect TV, qui voulait que je résume tout ce que j'ai dit. Mais vous avez ça, vous avez enregistré dans votre cellulaire. Il y avait un premier point. Ils ont, dans le contexte, le premier point, ils ont pris le 21, du 21 au 24 juin 2021, à Yamoussoukro, à un atelier qui avait été organisé par l'USAID, le NDI et l'ESA. Ils se sont engagés à réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale. Ils devaient prendre un acte pour modifier l'article 6 du code électoral. Voilà, ça est là. Eux-mêmes nous ont signé. Voilà. Maintenant, ils ne veulent pas faire. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire? Je vous dis pourquoi ils ne veulent pas faire. C'est sur l'enrôlement des mineurs. Pendant que nous, on était en train de faire l'enrôlement des mineurs, des majeurs, sur nos territoires, en train de chercher les majeurs qui n'ont pas de papiers pour les enrôler, pour que ces Ivoiriens puissent voter, et ils cherchaient des mineurs. Ils avaient déjà identifié des mineurs qu'ils allaient mettre sur la liste. Mais or, le décret signé par le président qui ouvre la révision électorale et qui prolonge la révision électorale, et l'arrêté du ministre qui explique encore, qui vient donner les modalités de cette révision, ne parle jamais d'une exception pour enrôler les mineurs par anticipation. Jamais. Donc c'est eux qui ont fait ça. Nous n'avons jamais eu une réunion pour nous entendre là-dessus. Jamais. Mais aujourd'hui, quand tu prends la liste électorale provisoire, parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore la liste définitive. Jusqu'à ce jour, on n'a pas la liste définitive. Mais sur la liste provisoire, ils sont 5576 mineurs qui sont arrivés à la majorité en janvier 2025 et 2026. Enrôlés par anticipation. Et parmi eux, il y a à peu près 90% d'étudiants. Parmi eux, je n'ai pas peur de le dire, il y a au moins 96% de non-nordiques, délit du patronyme. C'est des étudiants et puis aussi des agriculteurs. On a édulcoré un peu de Yao, de Zouzou, de Zouzoua, de Kipré, ou voilà. Mais il faut le dire. On doit extirper de la liste électorale ces 5576 qui ne devaient pas être enrôlés parce qu'ils n'étaient pas majeurs au moment de l'enrôlement. Si on doit les maintenir, il faut faire un nouvel enrôlement parce qu'on serait en train de rompre l'égalité entre les Ivoiriens qui est visée par la Constitution. Pourquoi M. Koulibaly Issa, qui a tous ses papiers et qui attend l'enrôlement, la révision de la liste électorale en 2025, ne peut pas le faire alors que M. Konaté Dossini, qui avait 17 ans au moment de la révision de 2024, a pu être admis sur la liste et confirmé en 2027. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, il prépare tout ça. Je ne dis pas dans le faux, mais dans des pratiques qui ne sont pas régulières par rapport à la loi. Et puis, le dernier point, c'est la chute. Pourquoi ils font tout ça? Et ce qu'ils sont en train de faire sur le parrainage, qu'est-ce que c'est? Dans le parrainage, ils convoquent les coordonnateurs centraux, les coordonnateurs adjoints, les coordonnateurs délégués, les collecteurs délégués régionaux, et puis ils leur disent, attention, cette année-là, on change. Vous changez comment, monsieur? À cette année-là, on introduit la tablette. Et tablette que nous tous on connaît là, ils vont paramétrer ça comment? Je n'ai pas fini de vous dire. Les représentants ont demandé maintenant, si je vais dans un village au fond là-bas de Boïtafla,
que la puce qui est dedans, qui nécessite Internet, ne marche pas. Comment je prends le parrain? Je dis non, dans ce cas, il faut faire ça à la ville. Aïe, deuxièmement, mais si on commence l'enrôlement, le parrainage, cela suppose que l'appareil dit qu'il faut introduire le code QR du parrain. Or, le code QR se trouve sur la carte d'électeur. Mais ceux qui ont été sur la liste électorale, les nouveaux là, ils auront eu alors des cartes d'électeur. On dit non. Donc, ils ne peuvent pas être parrain. Non, cherchez d'autres parrains. Aïe. Vous comprenez? C'est de l'amateurisme. Le PDCI a raison de suspendre toutes les activités avec cette institution. Parce que ça ne donne pas confiance. Rien du tout. Et puis on nous dit aujourd'hui, il y a la tablette et puis il y a la méthode manuelle. Mais les deux se rencontrent. Comment commence le parrainage? D'abord, le candidat doit remplir un formulaire. C'est le démarrage du parrainage. Il doit remplir un formulaire. Ce formulaire peut être écrit en papier, support, ou alors dans la tablette. Quand c'est dans la tablette, il écrit, il renseigne, et puis il met son numéro de carte d'électeur. C'est quand il a renseigné exactement que la tablette s'ouvre sur les formulaires, les Excel, tous les éléments qu'on doit utiliser pour faire le parrainage. Maintenant, si c'est simplement sur papier, tu remplis le formulaire, tu mets ta carte, le numéro de ta carte d'électeur, tu vas déposer ça au secrétariat permanent de la CEI, et c'est au vu de ça, au contrôle de ça, que la CEI t'appelle pour dire, bon, viens prendre les formulaires, tous les papiers, pour aller faire. Monsieur Excel, je vous dis, ça, c'est ça qui pose problème. On est en train de conduire le gouvernement vers un faux truc. Il ne faut pas qu'il tombe dedans. Voilà. Il ne faut pas qu'il tombe dedans. Parce que s'il tombe dedans, ça veut dire que la CEI a un pouvoir de contrôle préalable de l'éligibilité, ce qui n'est pas possible. Il est en train de prendre les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Il s'érige en juge. Mais si le gouvernement accepte, ça veut dire que le gouvernement accepte de modifier substantiellement les règles du processus du parrainage. Ah, là c'est pas bon. Là c'est pas à moi, il aura à faire. C'est sa crédibilité qui se joue devant l'instance internationale, la CEDEAO. Voilà. Parce que la CEDEAO, dans le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et sur la bonne gouvernance, en son article 4, chapitre 3, nommé élection, il énonce que vous ne pouvez pas modifier à 6 mois des élections des prescriptions substantielles qui viennent impacter le processus électoral. Voici ce que je voulais dire. C'est tout. Ça va? Voilà. Merci. On pourra quand même applaudir spécialiste des questions électorales. Donc, entre amateurisme, non-respect des règles de la loi électorale, la CEI se discrédite aux yeux des acteurs politiques et de l'opinion nationale et internationale. Nous allons repartir pour la seconde phase des interventions, des questions, je crois, que nous en avons quelques-unes déjà. Oui, monsieur, vous présentez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour maître. Je suis Simon Messénon, journaliste à l'agence ivoirienne de presse AIP. Je voudrais savoir si c'est le process du parrainage que vous dénoncez ou bien si c'est le parrainage lui-même que vous dénoncez. Et puis la deuxième question s'adresse au porte-parole du PDCI. On vous a vu signer un pacte avec le PPACI dans le cadre du Front commun. Qu'en est-il de la CAPSI? Je suis Jérôme le quotidien de Nouveau Réveil. Je voulais revenir un peu sur le chronogramme. Et sur le chronogramme et sur votre chute tout à l'heure. Dans le chronogramme, au 25 août, collecte et parrainage citoyen. Et
du 25 juillet au 25 août des débuts de candidature. Et à la fin de la série indique que c'est quand le candidat s'inscrit que ces données sont enregistrées dans son biométrique. Il reçoit les kits. Et ça dit que ceux qui sont radiés de la liste électorale, est-ce que c'est une manière pour vous de la CEI de vous dire que ceux qui ont été radiés de la liste électorale ne peuvent pas aller participer à ces collectes au parrainage citoyen? Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la poursuite de la CEDEAO, mais le constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement a toujours fait la sourde à tout ce qui est décision de la CEDEAO. Quand on observe cela, est-ce qu'on n'est pas dans un scénario de passage en force, quand tout est bien indiqué, et donc vous dites que si ils essaient de forcer, on sera à la justice, on sera devant la CEDEAO. Nous, en tant qu'observateurs, souvent on est un peu perplexe quand vous nous indiquez ça, parce qu'on sait que le gouvernement a toujours rejeté tout ce qui vient de la CEDEAO. Nous avons l'exemple du cas de Sorogion, où une décision a été prise pour que son nom soit réintégré. Ça n'a pas été fait, le cas de Babou, finalement. Qu'est-ce que vous attendez faire pour forcer ou bien pour obliger la CEI à faire un retour durant cette situation? Merci. De la FTV, la préoccupation revient sur l'enregistrement des mineurs sur la liste électorale. Parce que chaque fois qu'on demande à ceux qui se sont réunis avec les partis politiques pour dire qui devaient mettre des gens, des mineurs, en 2025, qui allaient avoir 18 ans sur la liste électorale. Et vous tous, vous avez été d'accord. C'est cela qu'ils ont fait. Parce qu'on a vu des campagnes de sensibilisation, des panneaux publicitaires partout. Mais si aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui le PDC peut dire qu'en âme et conscience qu'ils n'ont pas été mis au courant pour mettre des mineurs qui vont avoir 18 ans en 2025 sur la liste électorale? Il n'a pas été informé devant les Ivoiriens. Merci. Bien, je voudrais dire, je suis un homme d'honneur. Ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. La seule réunion à laquelle nous avons été appelés, c'est la réunion publique pendant laquelle j'ai pris la parole, qui est passée sur les réseaux sociaux pour interpeller le président de la CEI. Oui, à l'espace Events, Carrefour d'Incan. En dehors de ça, les partis politiques n'ont été appelés à aucune concertation sur quelques points de l'organisation des élections. Aucun point de l'organisation des élections. Moi-même, en tant que point focal du PDCI pour la CEI, en tant que secrétaire exécutif chargé des élections du PDCI-RDA, j'ai adressé une correspondance au président de la CEI en son temps, avant que nous ne sortions, pour demander à ce qu'il me reçoive, pour que nous apportions certaines questions. Jamais. Il ne m'a fait la politesse de m'envoyer une réponse, même si c'est pour refuser sur la ligne. Jamais, jamais, le PDCI n'a été associé à une décision qui autorise l'enrôlement de mineurs à charge pour ceux-ci de devenir majeurs en janvier ou en février 2025. Jamais. Je mets au défi le président de la CEI d'avoir à servir à la communauté nationale le PV de cette réunion, ou alors simplement l'enregistrement sonore de cette proposition qu'il a faite et la réponse des partis politiques. Jamais. Nous ici dans les campagnes avec des gens de 56 ans, 60 ans, 40 ans, 80 ans qui n'ont même pas de papier. Et vous pensez que nous avions le temps et le réflexe de penser qu'on va chercher un mineur de 17 ans calculé qui va avoir la majorité en janvier, en février 2025? Non.
C'est impensable, c'est pas possible. C'est un artifice là qu'on entend parce qu'ils avaient besoin de 5 000 pour compléter leur avance dans ce qu'ils préparent. Ils sont 5 576 mineurs qui ont été enrôlés en 2024, qui ne devaient donc pas être enrôlés. Et s'ils sont admis sur la liste électorale provisoire, cela veut dire que c'est en janvier et en février 2025 qu'ils ont été enrôlés sur la liste électorale. Alors, si c'est en janvier 2024, en 2025 qu'ils ont été enrôlés, la CEI a fait donc indirectement une RLE en 2025 pour une partie des Ivoiriens que lui-même a identifié, dont la liste lui a été donnée. Ils sont 7525. Près de 90% d'étudiants, près de 87% de nordiques, ainsi de suite. Voilà. Voici ce qu'il y a. Bon, maintenant, qu'on me dise, non, monsieur de Nouveau Réveil, quand j'ai pris la parole, vous avez vu, je n'ai cité aucun élément de chronogramme. Je n'ai pas donné de dates. On sait sur les réseaux sociaux que la CEI demande à faire une formation le 28 aux collecteurs régionaux et autres. J'ai lu ça comme vous. À l'occasion de la formation qu'elle a donnée, et donc il n'y a pas de support partout. C'est pourquoi je me retiens de donner des chronogrammes. Ce qu'ils ont dit là-bas, il n'y a pas de support. C'est des énonciations verbales. Si je vous donne, ça n'a aucune force probante. Vous voyez? Et nous ont dit, le parrainage commencera le 1er juillet et finira le 25 août. Le 25 août. 1er juillet, 25 août. Et que le 25 juillet, pendant que le parrainage se fait, 25 juillet, on ouvre en même temps le dépôt des candidatures. Ça va, les candidatures du 25 juillet au 26 août, je crois, pendant un mois. Voilà. Mais moi, je ne peux pas vous donner ce chronogramme parce qu'il n'y a aucun support. C'est une dame là, qui a dit ça là-bas, à la CEI, à la formation. Elle-même, on ne la connaît pas à la télé comme membre de la CEI. Vous voyez, non? Donc, je ne peux pas donner foi à ça. Je veux un support papier. Un décret qui fait ça. Ils n'ont pas dit. Donc là, nous sommes là, on regarde et on attend. Mais il faut que les gens acceptent de faire des analyses objectives. Je veux bien qu'on soit militant, qu'on dise oui, Titi président, oui, Bako président, oui, Ado solution, oui. Mais d'abord, nous sommes des Ivoiriens et on doit se prendre au sérieux. Quand on fait l'analyse là, le PDCI a changé. Le PDCI a changé. Notre mobilisation, notre conviction, notre foi, notre détermination, il faut qu'ils en tiennent compte. Il faut que les gens sachent que le lieu, l'objet du rendez-vous qu'ils veulent nous donner là, par rapport à cette conduite du processus électoral, nous PDCI, on sera présent à ce rendez-vous et on répondra. Attendez, demandez-leur s'ils ont déjà vu les militants de PDCI marcher sous la pluie comme le 14 juin. On ne lâche pas la grappe. On ne lâchera pas la grappe. Cette donnée-là, ils n'ont qu'à mettre dans ce qu'ils disent là, dans ce qu'ils veulent faire. On ne lâchera pas la grappe. Par les moyens légaux, légitimes, nous protesterons toujours. Nous nous opposerons toujours. Et au bout du compte, ils reviendront à ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. C'est cela que je voulais dire à tous ceux qui disent vous allez au tribunal, vous faites ceci, ainsi de suite. Vous savez, je suis un acteur du tribunal. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Je m'arrête.
Merci. Il y a une question, enfin il y a deux questions qui sont posées pour lesquelles Maître Messi veut que je me prononce là-dessus, à ma qualité de porte-parole. Ah d'accord, ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il s'agit de la question de l'AIP. Est-ce que nous contestons le processus lui-même ou le parrainage lui-même? Bon, je ne sais pas, moi je suis un scientifique et je ne vois pas la différence entre le processus de parrainage et le parrainage. Le parrainage, c'est le parrainage qui est un processus. Il n'y a pas un processus à part et puis un parrainage. Pour arriver au parrainage, il y a un processus. Ça part d'abord des règles. Si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas faire le parrainage. Et dans le parrainage, il y a la collecte des parrains. Et après la collecte des parrains, il y a la collecte des dossiers et il y a le dépôt de ces dossiers. C'est tout ça là qui est le parrainage. Et c'est tout ça là que nous contestons. Il a expliqué que ceux qui ont été inscrits en 2024, dans les nouvelles dispositions, il faut avoir le code QR. Or, ils n'ont pas encore le carte d'électeur. Donc, ceux-là qui sont déjà exclus. Ça pas de processus. Il a expliqué aussi que l'homme qui veut se faire parrainer, on modifie substantiellement les conditions qui font qu'il faut qu'il lui-même puisse introduire des données, alors que dans les règles, il n'y en a pas. Il explique aussi qu'on introduit les tablettes. Et que dans les tablettes, quand vous êtes en milieu rural ou pas, vous devez venir en milieu urbain, ça veut dire que vous devez transporter tous ces parrains-là pour venir en milieu urbain. C'est tout ça que nous contestons. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc c'est l'ensemble de toutes ces séquences-là que nous contestons. Parce que c'est biaisé, c'est contradictoire quelquefois, et c'est anti-règle. Et les modifications qui ont été introduites par la CEI ne devront pas pouvoir le faire puisqu'elle n'en avait pas le droit, ni le pouvoir. Parce que ce qu'elle devait faire, c'est de collecter seulement et de déposer ça à la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge. C'est tout. Quand on dit déposer votre dossier pour le concours, vous arrivez, vous déposez, c'est le jury qui doit vous dire non, vous n'avez pas tel extrait, vous n'avez pas tel extrait, vous n'avez pas, vous avez un extrait de plus de 6 mois, on n'accepte pas. C'est comme ça. Donc, moi je pense que nous contestons l'ensemble du processus, si tu veux que ce thème. Maintenant, vous avez parlé de Cap CI, Cap Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je ne sais pas, vous êtes marié. Vous avez donc des rapports avec votre belle famille. Et vous avez des rapports avec votre famille qui sont des rapports naturels. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé vous marier, vous avez des rapports avec votre belle famille, que vous avez rompu avec votre famille? Au contraire, vous agrandissez la famille, n'est-ce pas? Parce que les Ivoiriens ont besoin de cap. Est-ce que vous me comprenez? Notre objectif, PDCI RDA, c'est de faire en sorte que toute l'opposition s'associe, se rassemble autour des points communs. Si le PDCI RDA, en tant que parti politique, peut être compatible à ceux qui comptent le premier pilier et compatible à ceux qui comptent le deuxième pilier, le PDCI aura fait œuvre utile pour l'opposition ivoirienne. C'est ça. Les 5 points que nous avons qui font partie de l'accord avec du Front commun. Est-ce qu'il y a un seul parti politique du CAP-CI qui dit qu'il y a un point de main qui ne l'intéresse pas? Si vous voulez moi que vous n'aimez les 5 points, puisque c'est moi qui les ai lus. Donc, nous avons dit que nous voulons ensemble que l'opposition se réunisse autour des points communs. Et CAP-CI ne se désolidarise pas, parce que Mme Babo, qui est porte-parole, vous avez lu sa déclaration, elle ne dit pas qu'à partir de ce moment-là, CAP-CI la coalition est morte, elle n'a jamais dit ça. Quand vous gérez les aspects politiques, ce n'est pas tout on expose, c'est le résultat qui compte.
Si demain, nous revendiquons un des points et que CAPCI et Front commun se mettent ensemble, ça fait plus large. Ceux qui sont en train de dire ça là, c'est ceux qui ont peur, qui ne veulent pas que ça marche. Oh, ça va marcher. Voilà. C'est tout. Le président au fond boyer, parce qu'il y a des gens qui disaient au fautisme, mais ne connaissent pas au fouet. Il nous a enseigné que quand vous prenez une route tortueuse, cela ne tord pas votre colonne vertébrale. Nous sommes en train de naviguer entre des sensations, entre des sentiments, entre des problèmes politiques, des problèmes humains. Et nous ferons en sorte que ces problèmes humains soient minimisés par rapport à l'objectif final, qui est de faire en sorte que ce pouvoir tombe par la démocratie. Voilà. Maintenant, je voulais quand même revenir sur le problème des mineurs que quelqu'un a posé quoi sur la TV. Mais vous êtes à toutes les réunions. Sortez-nous une vidéo où le président de la CEI a expliqué ça. Quand nous avons là, ils vont souvent sur vos chaînes. Si vous en avez là, sortez pour dire qu'à tel moment, le président de la CEI a dit ça au cours de telle réunion, nous on a les images. Si vous ne avez pas posé la question au président de la CEI, pourquoi quand ils sont sur vos chaînes, vous avez peur de poser la question que vous nous posez? C'est ça aussi. Vous ne la posez pas. À quel moment on vous a invité à une rencontre avec le président de la CEI où il a expliqué qu'il va expliquer des mineurs avec l'ensemble des partis politiques? Allez-y le fouiller, venez. Si vous trouvez, invitez-moi là-bas, on va débattre de cela. C'est ça. Il faut que vous êtes des acteurs de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous devez jouer votre rôle. Et nous aussi, on doit jouer notre rôle. Vous ne devez pas jouer avec une côte mal taillée en disant il y a des questions qu'on police ailleurs et il y a des questions qu'on durcit avec le PDC. Le président de la CEI dit des choses. Vous savez, souvent il faut se méfier des démagogues. Souvent, il y a des gens quand ils parlent, et moi je suis de ceux aussi, quand ils parlent, pas attention, tu vas oublier l'essentiel. Je suis de ceux-là. Mais il faudrait que vous, les journalistes, vous nous ramenez toujours à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, est-ce que la CEI a le droit de modifier des règles en matière de choix de candidats? Non. Ce qui est essentiel, est-ce que inscrire les mineurs avant leur âge de maturité est inscrit, cette inscription est inscrite dans la loi? Non. Il a dit, la CEI, c'est les arrangements politiques et c'est la loi. Est-ce qu'il y a eu un arrangement politique? S'il y a eu un arrangement politique, cela doit se faire de manière open et ça doit faire l'objet d'un compte rendu. Est-ce que ça a été fait? C'est des questions, c'est vous qui devez poser ce genre de questions, c'est pas moi, Bredoubi. Cela n'a pas été fait. Est-ce que quand on invite les gens pour dire cela va se faire par un décret avec ces modifications, alors que le protocole de bonne gouvernance dit, posez-nous la question, mais est-ce que vous avez le droit de le faire maintenant? On a eu quand même, depuis 2000 combien jusqu'à maintenant, on a eu le temps de faire ces modifications. J'ai entendu le président de la CEI au cours d'une intervention pour dire que il n'a pas fait les élections et le recensement chaque année, pour certaines années, parce qu'à la pratique, on ne pouvait pas le faire et qu'on devait faire des modifications pour cela. Au cours d'une réunion qu'il a organisée avec les partis politiques. Mais je peux bien le comprendre s'il avait fait acter ça par un décret ou bien par une loi. Pour dire à la pratique de la mise en œuvre, nous ne pouvons pas le faire, donc nous allons faire ça tous les 2 ans. Et nous demandons que la loi soit modifiée à ce fait. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. On ne peut le faire même en session extraordinaire. Ils n'ont pas fait ça. Donc, n'ayant pas fait ça, même s'il avait fait ça, supposons que cela est acté peut-être dans notre mémoire, on a oublié des traits. Mais cette modification qu'il prévoyait là, imposait une révision en année électorale.
imposait une révision en année électorale. Donc pourquoi il se satisfait de n'avoir pas fait des élections toutes les années parce que, à la pratique, et il ne peut pas se satisfaire de ce que cette même disposition impose une révision en année électorale. Autre chose va aller plus loin. Si moi je suis un politicien, moi je fais que la politique. Il a expliqué son calendrier, un de vos journalistes a expliqué son calendrier pour dire qu'il allait faire ça après les élections présidentielles. Mais quand il répondait, après les élections présidentielles, s'il y a un deuxième tour, on se retrouve au mois de novembre-décembre. Et après, il faut faire une révision pour aller aux élections législatives. Il a dit si on ne pouvait pas le faire, la loi autorisait aux députés de rester en place jusqu'à ce qu'on révise. Cela veut dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas le faire après les élections présidentielles, mais la sortie, c'est de donner un supplément de temps aux députés pour pouvoir le faire. Donc lui-même reconnaît de ce fait qu'on ne peut pas faire les élections, la révision électorale après les élections présidentielles. Posez-lui aussi cette question. Donc, moi, je pense qu'on est tous des Ivoiriens. L'objectif, c'est qu'il y ait un pouvoir qui s'installe après des élections transparentes, inclusives, et que ce pouvoir soit non seulement légal, mais légitime, qui permet à tout le monde de reconnaître cela. Comment on le fait ailleurs? Est-ce que c'est à l'honneur de nous les Ivoiriens pour dire que chaque année, chaque 5 ans, nous avons un ouragan qui nous attend? Et ce ouragan s'appelle l'élection présidentielle. Est-ce que c'est à nous faire? Est-ce que c'est à l'honneur des Ivoiriens? Alors que nous sommes plus intelligents, moi j'explique, les Ivoiriens sont partout dans le monde, nous sommes dans toutes les démocraties. Quand même, il faut qu'on en comprenne. Donc je voulais vous répondre pour dire que nous, on est constants. Maintenant, au niveau rebelle, je dis, j'adhère particulièrement à la réponse, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas nous. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, il n'avait pas seulement une dimension politique, il avait une dimension humaine, une dimension sociale. Il disait, quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Faisons attention aussi. Faisons attention aussi. Nous, au PDCI, nous sommes un parti de paix. Mais la paix ne se construit pas par un seul parti. La paix, ça se construit par l'ensemble des partenaires. Et nous avons joué notre partition. Eux aussi n'ont pas joué leur partition. On ne peut pas se dire qu'on est plus fort que Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je voulais, avant que les journalistes ne ferment leurs appareils, inviter chacun à avoir une pensée pieuse pour nos amis qui sont enfermés dans les geôles du pouvoir et qui sont à la Maka. Je veux parler de Macron Ier et de Innocent Yao qui se retrouvent à la Maka. Toutes les fois que vous avez la possibilité d'organiser un élan de solidarité, adressez-vous au parti pour que le parti leur apporte ce soulagement. C'est très important. C'est des gens qui ont lutté avec nous fortement et qui se retrouvent malencontreusement à la Maka. Il faut que nous nous rappelions que c'est des très grands militants et que même là-bas, quand on va les visiter, ils ont aussi informé que nous. Voyez-vous. Je voudrais aussi, deuxièmement, vous inviter, vous qui êtes là, et avec les journalistes. Les militants du PDCI RDA, dans les villes, les campagnes, ne doivent accorder aucun parrainage à qui que ce soit, à quel candidat que ce soit. Notre candidat, notre champion, on le connaît. C'est Tidiane Thiam. C'est lui qui doit bénéficier de notre parrainage. Nous commençons la procédure de parrainage. Nous avons commencé à préparer ça depuis 3-4 mois. Et nous ferons le parrainage. Parce que la loi nous autorise à le faire. On ne peut pas nous empêcher. Et c'est les militants du PDCI, les sympathisants, la société civile, ceux qui ne sont pas militants, mais qui sont sympathisants, qui aiment Tidiane Thiam et qui aiment notre candidat, parce qu'il a un programme, parce qu'il a une statue, qui seront sollicités.
nous entendons ça et là que certaines personnes s'érigeant peut-être en plan de je ne sais pas quoi solliciteraient nos militants pour avoir leur parrainage. Non! Le PDCI ne parraine aucune autre personne que Tidiane Tcham. Aucune autre personne que Tidiane Tcham. Tidiane Tcham, c'est la solution. C'est nous, Tidiane Tcham, c'est notre champion. En lui sont regroupées toutes les solutions de la famille. Donc, il n'y a aucun autre BA ailleurs. Lui seul regroupe les vestilaires de l'alphabet. Paraîtrait laissons ça là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si il n'y a pas de questions, on va conclure. Voilà. Donc, on va conclure parce que c'est essentiellement pour ça. Alors, monsieur le vice-président, monsieur, madame et monsieur le vice-président, je vois le président du groupe parlementaire PDCI qui est venu, qui est là. Je voulais qu'on l'applaudisse. Je voulais vous remercier pour le rappel de la solidarité. Monsieur le vice-président et président du groupe parlementaire, merci parce qu'il a déjà lancé une chaîne de solidarité pour l'orage. Je pense que ça va être substantiel. Tous les PDCI vont contribuer dans une caisse pour aider nos frères qui sont là-bas. Je rappelle que on dit au village, quand vous voyez un boussu aller à l'enterrement de son frère, je ne sais pas comment lui va être enterré. Et aujourd'hui, nous sommes tous menacés. Ce matin, j'ai lu encore que le président Yao Yao est menacé. Pour moi, c'est quotidien, c'est même horaire. Les gens attendent ce gros poisson là. Donc je suis là pour battre les menaces. À un moment, on m'appelle, donc n'est pas dormi chez moi. Des ça là, mais la meilleure protection, c'est Dieu. Vous savez, dans le pays, dans le monde, quand Anwar al-Sadat devait signer l'accord de paix Égypte avec Israël, avec Menahem Begin, les Américains lui ont promis toute protection pour dire, toi seulement, on fera en sorte que tu ne sois pas attaqué. Mais Anwar al-Sadat a été tué en direct. Le pape, je ne sais pas lequel, a été attaqué. Ronald Reagan a été pillé, il les a sortis. Le président Kennedy a été tué. Donc la sécurité de l'homme, c'est Dieu. Et moi, je confie ma sécurité à Dieu. Il faut respecter un certain nombre de règles de conduite. Dans notre pays, vous savez que le chef de l'État, le président de la République, a ses prérogatives. Nous n'avons pas affaire au chef de l'État. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Mais nous avons affaire au RDR. Voilà. C'est le RDR. Pourquoi il y a un qui est passé sur votre chaîne, une de vos chaînes, pour dire notre logo qui est là-bas, ce n'est pas notre logo. Mais il ne connaît pas l'histoire du pays. À la création du RHDP, comme groupement politique, on a demandé à chaque parti d'envoyer son insigne. Et c'est nous qui avons envoyé notre insigne. Il y a l'arc-en-ciel qui dépend du PCI, MFA est là-bas, tout le monde est là-bas. Donc ce n'est pas eux qui ont mis ça dedans. Maintenant on est sorti de là-bas en 2018, c'était dans cette salle. Regardez notre logo, ils en font une affaire. Mais comme ils ne respectent, comme le RDN ne respecte aucune règle. Sinon le dossier est là, moi j'ai une copie, lui il a une copie à la justice. Un jour l'autre logo sortira parce que le RHDP va finir. Il n'aura pas RHDP. Autre chose que je voulais dire, là c'est le politicien qui parle. Vous savez, quelqu'un a posé la question CAPSI et puis Front commun. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui veulent nous diviser. Nous n'accepterons pas qu'une solution bancale soit trouvée pour un des membres, que la solution soit globale.
tous ceux qui sont leaders des partis de CAPCI et de Front commun, on doit permettre à leurs leaders, s'ils veulent être candidats, d'être candidats. C'est ça que nous cherchons. Il n'y a pas à dire on va faire amnistie pour tel groupe, on va faire Tantampion pour tel groupe, on n'acceptera pas cela. Babo Laurent, Tidiane Thiam, Bleu Goudé, Madame Baboyel, même si elle veut, Monsieur Soro Duyom, tous ceux qui sont dedans, qui veulent être candidats, on trouve solution pour que tout le monde soit candidat, pour que le peuple fasse le choix. Celui qui sera élu aura pour mandat de nettoyer tout ce qui est test conflictuel pour que désormais on soit armé tranquillement. Voilà. On va accepter et on entend dans les cases, dans les trucs, des solutions pour tout ça là, c'est quotidien. Nous n'allons pas accepter ça. Nous, on n'a pas accepté ça. Et je leur demande, comme on dit au nom de Dieu, certaines choses n'a qu'à faire. Au nom de Dieu aussi, et n'a qu'à faire ça pour Dieu aussi, pour que la paix revienne, que tout le monde soit candidat. On dit Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Mais tous les jours, c'est de lui on parle. C'est qu'elle a fait ça. Tous les jours, on l'insulte, on l'humilie, on fait ici. Pourtant, vous dites qu'il n'est pas sur candidat. Mais laissez parler d'autres choses. Et je dis aux militants, c'est Dieu seul qui peut empêcher Tidiane Thiam d'être président. Il n'y a pas quelqu'un. C'est Dieu seul. Et comme Dieu nous aime, nous tous. Il y a les chrétiens catholiques qui ont une chanson là. Souvent j'écoute, Dieu aime ses enfants qui sont là. Dieu aime tous ses enfants. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Dieu aime ses enfants. Est-ce que Tidiane Thiam est moins enfant de Dieu que les autres? Non. Nos frères du PPAC avec qui on a signé le Front commun et nos frères et sœurs du CAP Côte d'Ivoire avec qui on a signé le CAP Côte d'Ivoire, on est tous unanimes qu'il n'y a pas de solution partielle, il y a une solution globale. Et c'est cette solution globale qui va amener la paix à la Côte d'Ivoire. Et nous serons à toutes les étapes du combat pour que Tidiane Thiam soit sur la liste électorale. Et je demande aux militants, des gens qui ont fui la maison du parti, qui nous ont abandonnés, qui nous ont traduits en justice, qui nous ont insultés, qui ont fait tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils veulent affaire, qui ont mis certains d'entre nous en prison. Aujourd'hui, ils vont venir nous regarder comment. S'ils veulent le parrainage, qui s'intègre au PDCI RDA, qui reviennent. S'ils veulent parler du PDCI RDA, cette grande salle, Félix Houphouët-Boigny à leur disposition. Nous n'avons pas venir parler ici. Tout ce qui ne partira pas d'ici ne sera pas d'ici et ne sera pas PDCI RDA. Voilà. Merci. Et je voudrais vous remercier à nouveau pour vous dire que la lutte continue. Le président nous a eu nous deux hier. Maître Bessis, ça, non? Il est en pleine forme. Il est très optimiste. Et le combat continue. Nous avons le bon bout. J'ai dit toujours ici que j'avais un ami avec qui on appelle CBG Agro. En première année, je crois que c'était en première année, deuxième année, ça chauffait. On est parti, on n'a pas pu aller à Noël. On faisait les partiels, puis on allait, après Noël, aller saluer celui dans le Bini, père à son âme. Et son père nous a demandé la nouvelle, on dit, ah bien, ça chauffe à l'université. Il dit, ah bon? Pourtant, nous étions brillants au lycée. Il dit, comment? Il dit, ah, la pomme chauffe. Il dit, ah, je vais te donner une image. La corde que tu tires avec ton ami, il attrape l'autre bout, tu attrapes l'autre bout. Quand ta pomme chauffe, c'est que sa pomme chauffe. Il ne faut pas céder. C'est en ce moment-là que la résistance va compter. Donc, attraper fort. Et on a attrapé fort, on est passé. Donc, cette fois-ci, on est en train de faire combat avec eux. S'ils crient tiam, c'est parce que leur pomme chauffe. La nôtre chauffe, tenons bon. Ou bien on décide de faire bas la terre, tout le monde arrête et puis on discute. Ou bien nous on va les tirer, ils vont venir vers chez nous et puis on aura la victoire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est sur cette profession de foi que cette conférence s'achève maintenant. Merci et bon retour chez vous. Merci. Madame